Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, merci infiniment de nous rester fidèles. Bienvenue à votre rendez-vous dominical, l'entretien du dimanche. Aujourd'hui, nous recevons une voix, une plume, une conscience du journalisme au Bénin. Il a traversé les régimes de la Révolution jusqu'au renouveau démocratique sans jamais trahir sa rigueur ni son éthique. Il a formé, inspiré, dirigé, mais toujours avec discrétion. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de le mettre sous le feu donc des projecteurs. Il est ancien journaliste à la Radio Nationale, ancien directeur général de l'ex-ORTB, collaborateur de Radio France Internationale, formateur et auteur de guides professionnels. Georges Amelon est un témoin privilégié de l'histoire médiatique au Bénin. Avec lui, nous allons revisiter un demi-siècle de journalisme au Bénin entre contraintes et convictions, entre silence imposé sous la Révolution et paroles libérées à partir de 1990 avec la conférence des forces vives de la nation. Georges Amelon, bonjour, merci infiniment de nous accepter. Merci bien, bonjour à vous et bonjour à nos téléspectateurs. Voilà, c'est un vrai plaisir pour moi en tout cas de vous recevoir. Vous nous avez formés presque tous en tout cas. Hein. On est tous à un moment passé sous vous pour nous donner quelques on va dire, quelques petites portions de votre expérience accumulée depuis tout ce temps-là. Mais moi, quand je vous vois, il y a une question qui me taraude l'esprit personnellement. Je me dis, mais comment est-ce que vous faites pour cultiver cette posture-là, on va dire plutôt discrète, dans un métier qui, normalement, nous expose? Comment est-ce que vous arrivez à rester aussi discret? Je ne saurais pas vous répondre de façon aussi spontanée. Je dirais tout simplement que je n'ai pas un besoin particulier d'exposition. Je suis le genre de personne qui pense que les actes compte bien plus que l'exposition, les mots et tout ce qu'on veut. Il ne s'agit pas, pour moi, de dire à tout le monde, me voici, regardez-moi. Il s'agit plutôt de faire des choses qui sont utiles pour ceux qui vous entourent, pour vos contemporains. Je pense que c'est ça la chose la plus importante dans la vie. De mon point de vue, nous sommes venus ici-bas pour servir. Et une fois que vous le faites et que vous le faites de façon correcte, vous remplissez votre mission et vous passez. Voilà, en tout cas, j'avais ce besoin-là de vous poser cette question parce que moi, je vous ai connu à partir du moment où on a dit, voilà, il est directeur général de l'ORTB, notamment avec l'émission, enfin, comme on appelle l'interview des deux candidats dans le temps, où j'ai vu vraiment le visage. On entendait la voix, mais bon, très peu vous connaissez, alors que tous les autres, on les connaissait, les Moufléadi et tous les autres, on les connaissait. C'est des gens qui ont travaillé à la radio comme vous, mais on les voyait quand même. Avec vous, c'était pas le cas. Bon, la question est posée, je connais désormais la question. J'ai bien envie de vous demander maintenant, comment est venue l'envie de faire du journalisme? Comment cette passion-là est née en vous, cette vocation-là? Comment est-ce que c'est venu? Je viens d'une famille où on lit beaucoup, où on écrit beaucoup également. Je viens d'une famille où très tôt vous apprenez à vous exprimer par l'écriture. Je me souviens que j'étais encore au cours secondaire, quand avec mon jeune frère, nous avons commencé à créer les premières bandes dessinées que nous avons pu écrire. Nous écrivons, nous dessinons. Ah, vous dessinez très bien aussi. Nous aimons la musique. Disons que c'est une famille dans laquelle c'est des choses qui sont cultivées. D'accord. Et je pense que c'est comme ça qu'est arrivé le virus de l'écriture. Et au collège, à notre époque, nous avions des journaux, les journaux du collège. Ok. Moi, j'étais à Notre-Dame-de-Lourdes, à Porto-Novo, ce qu'on appelle Bruguin, ce qu'on appelait du moins Bruguin à l'époque. Okay. Et déjà, à l'époque, le journal du collège, qui s'appelait Le Vent l'Ancre, recrutait des jeunes pour écrire dans ces colonnes. Alors, c'est comme ça que moi, je me suis mis à écrire dans des journaux qui paraissaient. Et je me souviens que, je crois, en classe de première ou quelque chose comme ça, j'étais déjà le rédacteur en chef de ce journal-là. Bref, c'est comme ça que je suis entré dans le journalisme. Dans le journalisme amateur, dans cette manière d'écrire pour publier. En dehors de ce que j'écrivais pour moi-même, poèmes, nouvelles, des choses de ce genre-là, et bien voilà ce que
comment je suis entré vraiment dans cette approche de l'écriture. Alors, comment est-ce que vous passez de l'amateur au professionnel? C'est-à-dire, vous assouvez votre passion et finalement vous vous retrouvez à la radio nationale. Comment est-ce que ce passage-là s'est fait? Qui a été le catalyseur, si possible? Enfin, est-ce qu'il y a eu des gens qui vous ont aidé? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, en 1976, je passe le bac et j'entre à l'Université nationale du Bénin, l'UNB. En 1976? En 1976. Je n'étais pas encore né. Je suis suffisamment vieux pour ça. Alors, je passe le bac, je me retrouve à l'université, je continue à écrire de temps en temps dans les journaux de la place. À l'époque, il y avait en particulier le quotidien national, qui s'appelait Erouzou, ce qui est aujourd'hui La Nation. La Nation, d'accord. Et souvent, il m'arrivait de faire des reportages sportifs, d'écrire sur le sport, des rencontres qui s'étaient jouées, des compétitions, et ainsi de suite. Et en 1979, il y a un ami, Gabriel Nyandjou, de regrettée mémoire, il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, qui me propose que nous allions faire un stage justement à Erouzou. Il me dit, nous sommes en vacances, pourquoi ne pas aller faire cette petite expérience? Alors, pour la première fois, je me retrouve dans une rédaction professionnelle structurée et tout. Je suis accueilli à l'ONEPI, l'ONIP d'aujourd'hui, par des personnes qui s'appelaient Akwete Asevi, Hospice Ndéou, des gens de ce genre-là. Le directeur général, c'était Noël Alagbada. Ah, Noël Alagbada, il est toujours vivant, lui. Je l'ai rencontré à l'occasion des livres écrits par des journalistes. Voilà. Toutes ces personnes-là nous ont donc accueillis pour un stage de vacances. Et c'est comme ça que pour la première fois, je fais ma toute première expérience dans une rédaction professionnelle. On a commencé à nous apprendre vraiment la rigueur du métier, le reportage, les éléments vraiment qui font la base de notre profession. Je n'avais pas fait d'école, rien du tout, mais c'est comme ça que j'entre dans ce métier-là. Et puis je sors de là, en 1979, je reprends le cours de mes études. Et il y avait à l'époque, j'habitais à Saint-Jean, une dame qui était pour nous une vraie maman, qui juste à côté de chez moi avait ouvert un petit resto, un petit maquis. Alors quand elle était débordée, elle nous demandait de venir lui donner un coup de main. Nous étions comme ses fils. D'accord. Donc, pour servir les clients, voilà, nettoyer les bols et tout. Exactement. Dès qu'elle était débordée, elle disait venez me donner un coup de main. Nous servions, nous faisions la vaisselle et tout ça. Et c'est comme ça qu'un jour, j'étais en train de servir avec elle. Et elle me présente un monsieur en me disant « Est-ce que tu le connais ?» Je dis « Vraiment pas du tout ». Alors elle me rapproche du monsieur et elle demande au monsieur si le monsieur me connaissait. Le monsieur me dit non. Alors elle dit « Bon, il s'appelle Georges Amelon » et elle me dit « Lui, c'est Michel Ouassa, qui était à l'époque le directeur général de l'ORTB. » Alors, Michel Ouassa entend mon nom et puis il me dit « Est-ce que c'est vous qui écrivez dans les journaux de temps en temps? Vous écrivez des articles de sport et tout ça ?» Je confirme. Vous avez déjà remarqué? Il m'avait remarqué. Je confirme. Alors, on échange quelques mots et il me dit comme ça « Mais est-ce que ça t'a déjà tenté de faire de la radio ?» Je dis franchement pas du tout, je n'y pensais pas. Pour moi, je faisais mes études de droit et tout ça, et en réalité, aller de ce côté, du côté du journalisme. C'était pas vraiment la vocation en ce moment. Oui, à ce moment-là, je n'y pensais pas. Vous voulez devenir quoi? Avocat ou magistrat? Je vous avoue que je ne savais pas vraiment. Je faisais du droit à défaut d'autres choses. D'accord. Mais à ce moment-là, je n'avais pas vraiment en tête un métier affirmé, vraiment. Et il me dit, il faut venir à la radio, venez à la radio lundi, venez me voir à la radio lundi. Alors lundi, je m'achemine vers la radio, il me reçoit et il m'amène directement à la rédaction. Et il me présente aux deux rédacteurs en chef, c'était Ephraim Kenom et David Oguchina. Wow. Et là,
il leur dit, prenez-le sous votre aile et voyez ce qu'il peut faire. Donc on me fait asseoir à la rédaction, on commence à me faire rédiger des papiers, des dépêches, de ceci, de cela, et puis bon, moi je m'amuse bien, parce que j'aimais écrire, j'aimais beaucoup. Et là, je fais ça pendant une semaine en me disant, bon, c'est une belle expérience. Et au bout de la semaine, je vais voir Ephraim Kenom, je lui dis, bon, la semaine est terminée, je vais y aller. Il me dit, tu ne bouges pas. Ah bon? Assieds-toi là, tu travailles. Ils étaient tous convacus du fait que vous avez un petit talent quand même. Je suppose. Je ne sais pas ce qu'ils avaient trouvé, mais ils ont eu envie de me garder. Et c'est comme ça que je suis entré à la radio. Qu'est-ce que vous gardez vraiment comme souvenir, je veux dire humain, relations humaines avec toutes ces personnes-là que vous avez citées là? C'est quoi vous gardez comme souvenir de ces débuts-là à la rédaction? Une chose que je répète souvent aux jeunes qui arrivent aujourd'hui à l'ORTB, que j'ai eu à accueillir, encadrer. À mon tour. Je leur dis, ici, vous avez de vrais professionnels. En même temps, ce sont des gens, en général très simples. Ils vont vous accueillir, rigoler avec vous, s'amuser avec vous. Mais gare à vous si vous commettez la moindre erreur. Alors, soudainement, vous allez vous rendre compte que vous êtes en milieu professionnel et qu'ils ne vous feront aucun cadeau. À chaque fois, c'était comme ça. Une ambiance débonnaire. Bon enfant, mais il faut rester rigoureux. Nous étions sous la Révolution. Je n'ai jamais vu un milieu aussi critique de la Révolution. Ah bon, la radio nationale dans le temps? Absolument. Ah bon? La voix de la Révolution, ça s'appelait. Mais il n'y avait pas de milieu où on tournait autant en dérision le mouvement révolutionnaire. Ce que nous faisions, oui, il était dicté, il était imposé. Il y avait le ministère de l'information et de la propagande qui s'en occupait. Il y avait la direction de l'information et de la propagande, tout ce qu'on veut. Chaque chose que vous faisiez, on vous demandait de le faire de telle ou de telle manière. Mais nous avions la conviction que ce n'était pas forcément du travail très professionnel, en tout cas sur les bases que nous connaissons démocratiques. Là, le travail était dirigé. Alors, la rigueur était très forte pour tout ce qui concernait la profession. Vous savez, vous alliez au micro, vous alliez balbutier là-bas, vous sortez de là, vous avez une demande d'explication. Sanction directe. Aussitôt. Il y avait un monsieur qui était le secrétaire à la rédaction, qui était juste à l'entrée de la rédaction. Et quand vous sortiez du studio et que vous aviez bafouillé, Louis vous tendait aussitôt, il s'appelait Louis Couton, il vous tendait aussitôt une demande d'explication, aussitôt entré dans la rédaction. Ils étaient extrêmement rigoureux, mais extrêmement bienveillants aussi. Je me souviens que l'une des personnes... C'était le bâton et la carotte. Absolument. Je me souviens que l'une des personnes qui m'a appris la plupart des choses que je connais en radio aujourd'hui, c'est un monsieur qui s'appelle Jean Biaou, qui à l'époque était réputé n'avoir que le CEPE. Mais Jean Biaou avait une voix d'or et il connaissait ce métier sur le bout des doigts. Très bon conseiller, très bienveillant, toujours dans l'accueil, le sourire, mais en même temps extrêmement rigoureux. En particulier quand vous apprenez le montage, parce que le montage à l'époque, c'était avec des bandes. C'était vraiment... Le Nagra, oui, j'avais vu quelques-uns à mes débuts. Oui, c'était l'analogique. C'était les Nagra avec des bandes, on montait sur des bandes de montage. Et il fallait couper les bandes avec des ciseaux, les scotcher. L'erreur n'était pas commise parce que si tu coupais la mauvaise partie, c'était... Il y avait même des rituels. Il y avait des choses qu'on ne faisait jamais. Quand vous coupez une bande, vous la mettez à votre cou parce qu'il ne faut surtout pas la laisser tomber parce que quand elle tombe dans le lot pour la retrouver, c'est très compliqué. Bref, ils étaient extrêmement rigoureux, mais extrêmement bienveillants. Et je pense que c'est ce qui m'a convaincu qu'il fallait rester dans ce métier. Parce qu'en même temps qu'il vous imposait de travailler avec énormément de rigueur, en même temps, il vous donnait des aspirations élevées. D'accord. Il faisait constamment en sorte que vous ayez envie
de ne pas lâcher, de revenir, d'aller de l'avant. Et c'est comme ça tout simplement que j'ai intégré l'ORTB et puis j'y suis resté jusqu'en 84 avant de décider d'aller faire mon expérience en France. Oui, avant d'aller en France, sous le régime de révolutionnaire, je veux dire, je connais votre amour pour l'éthique, pour les règles de la profession. Vous avez dit tout à l'heure vous-même, vous étiez plutôt, enfin, vous recevez des cadres, voilà, des cadrages venus donc du ministère de la Communication. Mais comment est-ce que vous vous arrangez quand vous voyez que vous avez envie d'écrire le papier comme cela se doit et que non, on vous dit non de ne pas le faire? Comment est-ce que vous faites dans ces conditions? Écrire le papier comme cela se doit, c'était aussi, comment je dirais, sacrifier, disons, à la ligne éditoriale qui était celle de la Voix de la Révolution. D'accord. C'était travailler dans le sens de la mobilisation des populations, de faire en sorte constamment qu'elles soient informées en même temps, qu'elles soient poussées à travailler dans l'optique que le gouvernement révolutionnaire voulait. Donc la radio était là juste pour la propagande donc comment on appelle, de mouvements révolutionnaires, je veux dire. Oui, parce que c'était le cas dès qu'il s'agissait d'information nationale. Après, sur l'information internationale, l'une des choses qu'on vous demandait, c'est en particulier de parler des autres pays révolutionnaires. Ce qui fait qu'on limitait beaucoup l'information quand elle venait d'Europe ou des pays d'Occident, non. Ou des choses comme ça. Mais en même temps, vous parliez beaucoup de l'Afrique, vous parliez beaucoup des guerres de libération qu'il y avait un peu partout, en Guinée-Bissau, en Angola, au Mozambique et tout ça. Vous parliez de l'apartheid. Là-dessus, vous aviez une latitude beaucoup plus grande pour écrire, pour dire les choses. Mais quand il s'agissait de ce qui se passait au Bénin, oui, vous étiez tenu quand même à ne pas prêcher contre la révolution. Il fallait faire en sorte que... Mais il y avait en même temps une très grande rigueur sur l'exactitude des faits, par exemple. Il était hors de question d'inventer quelque chose, de travestir, de faire juste de la propagande. Non, la propagande, il la faisait de façon dédiée à travers des éditoriaux qui avaient des voix consacrées, comme celle de Sylvestre Omaou à la télé ou de Alassane Yasso à la radio, qui, eux, venaient lire spécialement les éditoriaux qui étaient même des fois écrits d'ailleurs et ramener pour qu'ils y posent leur voix. Mais pour tout le reste, bon, vous aviez juste à dire ce qui se passait dans le pays, ce que le régime a initié et des choses de ce genre-là. Mais il y a quelque chose qu'il faut préciser. Nous avions des dirigeants qui semblaient très autoritaires, très rigoureux sur la ligne du parti, comme ils disaient, mais en même temps, c'était des personnes avec lesquels vous discutiez. Ah bon? Ils étaient à l'écoute, vous aviez leur oreille dans le temps? Souvent, ils étaient ouverts justement à la critique. Moi, j'ai vu Martin Domo-Azoinro arriver à la rédaction en faisant énormément de bruit. Et puis, une fois qu'on lui dit, camarade ministre, asseyez-vous, il faut vraiment qu'on en parle. Camarade ministre. Oui, c'est comme ça. Tout le monde était camarade. Alors, quand vous dites, camarade, il faut qu'on en parle, il s'assoit, il vous écoute. Et des fois, il n'est pas rare qu'ils disent, ah non, mais vous m'apportez une information que je ne connaissais pas. Bon, si c'est comme ça, faites vraiment comme vous avez dit là, faites des propositions, on va voir ce qui est. D'accord. C'était souvent des gens plutôt ouverts à la critique. Un échange, même s'ils considéraient que, comme il disait, quand la ligne droite est tracée, les cadres décident de tout et que les décisions... Mais le moment venu, vous pouviez infléchir les décisions à force de discussion. D'accord. Il y a eu un moment où on n'avait pas le droit de parler de certains pays. Progressivement, on a obtenu d'en parler. À un moment, la radio nationale ne passait que de la musique béninoise. Elle s'est ouverte à la musique guinéenne, puisque la Guinée était révolutionnaire avec Sékou Touré. Elle s'est ouverte au Congo, où il y avait Mobutu, surtout après la visite de Mobutu ici, et ainsi de suite. Il y a eu tout le temps des infléchissements.
Parce que Mais et les pays qui avaient une petite affinité avec l'Occident, on va dire, avec la France, tels que peut-être, je ne sais pas moi, la Côte on d'Ivoire. passait pas de musique française. Ah bon. Ça, Et la musique clair. ivoirienne? La Non. musique ivoirienne, à cette époque, n'existait pas. Ça en tant n'existait que même telle. pas. C'était vraiment la musique congolaise. La Et les musique informations guinéenne. venant de là-bas? Oui, mais Très quand peu. on pouvait en parler, mais à condition que. D'accord. On estimait quand c'est utile au peuple béninois ou quand ça n'est pas utile. Il y avait toujours une sorte de compromis, une sorte d'écoute, de discussion autour des choses. Et nous, souvent, nous travaillons pour gagner du terrain pied à pied en essayant de faire en sorte d'infléchir certaines choses. Je vais vous raconter une anecdote. Il m'est arrivé d'aller à un sommet de la CEDEAO en Guinée. Le président Sékou Touré était encore vivant à l'époque. Et quand nous sommes allés au sommet, en revenant, je devais faire ce qu'on appelait une émission bilan de la visite du chef de l'État à Conakry. Alors, j'arrive de Conakry et la DIP, la Direction de l'information et de la propagande, me propose un canevas pour l'émission que je devais faire. Et je dis, ce canevas ne me plaît pas. Et il ne me plaît pas pour telle raison. Ah bon? Et là, du coup, on me dit, mais c'est venu de la DIP. Je dis, non, si je fais ça, l'émission ne sera pas bonne, elle n'ira pas Vous dans n'avez le pas eu bon peur de sens. vous retrouver à Segbana? Non, pas du tout. Segbana, on n'y allait pas comme les gens le disent. Beaucoup d'accord. de gens qui en parlent aujourd'hui n'étaient pas nés. Ils ne savent pas vraiment comment les choses se sont passées. Et si vous demandez aux personnes qui ont subi Segbana, ils vous expliqueront les conditions dans lesquelles on pouvait s'y retrouver. on pouvait s'y retrouver. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de milieu plus critique que la voie de la révolution contre la révolution. Sauf que ça ne transparaissait pas sur les antennes. D'accord. Mais nous étions extrêmement critiques et des fois en discutant même avec les autorités, il nous arrivait d'être très critiques par rapport au mouvement. D'accord. Par rapport à l'anecdote, finalement, vous avez écrit le papier comment? En respectant ce la que vous avez première décidé? chose, c'est que j'ai reçu des pressions un peu partout et j'ai tenu bon. Et puis, un début d'après-midi, un jour, je vois le ministre Amidou Baba Moussa débarquer à l'ORTB, accompagné de tout son cabinet. Et on me fait asseoir dans une salle, la salle des langues nationales aujourd'hui, la rédaction des langues nationales, À la radio seul nationale. sur une chaise, entouré de tous les directeurs, de tous les patrons. Et les militaires qui les accompagnent? Non, Il n'y avait pas de militaires. D'accord. Alors, à ce moment-là, il me demande, bon, il paraît que le camarade doit nous expliquer pourquoi il n'a pas cru bon de différer aux instructions qu'il a reçues de la DIP et tout ça. Et là, très calmement, j'explique pourquoi les instructions que j'avais reçues, pour moi, n'allaient pas dans le bon sens. Et j'ai fait les propositions que je devais faire en disant, je pense que si on fait de telle manière, ça ira mieux. Alors, une fois que j'ai fini d'exposer, le ministre demande à tous les camarades présents s'ils avaient des choses à dire. Silence de mort. Personne n'avait à redire. Oui, puisque ce que je disais était parfaitement cohérent. Et là, il me menace en me disant, bon, vous allez faire comme vous avez dit, mais je veux votre synopsis sur ma table dans l'après-midi. Wow. Il m'engueule et tout. Ça fait beaucoup de bruit. Mais en fait, j'avais gagné. Et j'ai fait le travail comme j'avais l'intention de le faire. D'accord. Et les incidents de ce genre-là, nous en avons eu beaucoup. D'accord. Et je vais vous dire, ces gens-là n'étaient pas si bornés que ça. Je me souviens, première visite en France du président Kérékou, quand les relations commençaient à s'améliorer avec la France. C'est Martin de Ouazinho qui vient à la rédaction et qui dit à Ephraim Kenom, bon, vous allez nous emmener en France, vous serez de la délégation. Alors, Ephraim Kenom, un peu surpris, lui dit, mais vous avez déjà Eugène Padé. Eugène Padé, c'était le chargé de la communication de la présidence de la République. Et Martin de Ouazinho qui lui réplique, vous n'avez rien compris à votre métier. Lui, c'est notre attaché de presse. Vous, vous êtes journaliste et ce n'est pas la même chose. C'est clair, c'est pas la même chose. Alors, vous voyez que ces personnes-là n'étaient comprenaient pas quelque si chose bornées aussi. que ça. Ils avaient une forme de compréhension des choses, des enjeux. Et puis, tranquillement, comme ça, bon, Ephraim a fait le travail en tant que journaliste, même si à côté, il y avait un attaché de presse.
D'accord. Avant de parler du renouveau démocratique et comment est-ce que la profession évolue à ce niveau, j'aurais tant aimé savoir comment est-ce que vous faites pour quitter la radio nationale pour vous retrouver à Radio France Internationale. Bon, alors, j'étais en troisième année d'université, je venais de sortir du camp, puisque après la deuxième année d'université, vous étiez obligé d'aller faire une année de service patriotique, comme on disait. Le service militaire dans le temps. Oui, le service militaire et patriotique, c'est comme ça que ça s'appelait. D'accord. Alors, je suis allé au camp pendant un an, j'ai enseigné au lycée Bienzin, au lycée Tofa à Porto Novo. Vous enseignez les lettres, enfin J'ai le enseigné français. l'histoire et géo. L'histoire et géo, d'accord. Oui. Et je suis revenu à la radio, donc j'ai fait mon service militaire en 79. Et là-dessus, il se trouve que nous avons un stage. D'accord. Et qui était encadré par un Français, Pierre Nolot, qui nous a reçus pour l'encadrement à ce qui était l'ABP à l'époque, qui est devenu WADAD. Ok. Alors, c'est là que nous avons fait ce stage-là. Et au bout du troisième jour, il me regarde et il me dit, mais qu'est-ce que toi tu fous dans ce Bénin révolutionnaire-là? Waouh. Moi, je me demande pourquoi. Il me dit, mais toi et telle personne, c'était une jeune fille, jeune journaliste qui s'appelait Huguette Abul. Il dit, mais vous n'avez rien à faire dans un pays révolutionnaire. Vous avez beaucoup de talent, vous pouvez aller le faire valoir ailleurs. Alors, comme ça, il me demande si je n'ai pas envie d'aller en France. Comme ça? Oui, continuer mes études et tout. Alors, moi, je le regarde et en rigolant, je lui dis, il faut au moins 3 conditions. Que ah, c'est vous qui posez encore les conditions. Absolument. C'est étonnant ça. Aujourd'hui, à un jeune, on lui dit, viens, on va en France pour aller travailler. Non, moi, je n'avais pas l'intention d'aller à l'aventure ou quoi que ce soit. D'accord. Je voulais avoir des certitudes. D'accord. Je lui dis, la première chose, si tu veux que je vienne en France, c'est que tu me trouves une inscription dans une école pour poursuivre les études. Wow. La deuxième chose, c'est que tu me trouves du boulot. Wow. Un endroit où il faut que je travaille. Et la troisième, enfin, c'est qu'il faut que tu me trouves un club où je vais pouvoir jouer au basket. Wow. Parce qu'à l'époque, j'étais international de basket, j'étais passionné de basket. Ah, vous jouez pour l'équipe nationale du Bénin dans le temps? Je jouais pour l'équipe nationale du Bénin. Alors, j'étais passionné de ça, je me disais, il ne faut pas que je lâche ça. Donc, je lui ai posé ces 3 conditions. Il me regarde, il rigole, et puis il me dit, je vais voir ce que je peux faire. Et je me souviens qu'en juillet, début juillet 84, il m'appelle en me disant, les conditions sont réunies, j'ai trouvé ton club de basket, tu vas travailler à RFI, et puis tu seras inscrit à l'Institut français de presse. Alors, une fois qu'il vous dit ça, il me dit, si tu peux venir, tu viens. Une fois qu'on vous dit ça, bon, mais... Toutes les conditions sont réunies. Vous ne pouvez pas avoir posé toutes ces conditions-là et puis qu'après vous dérobez. C'est clair. Alors, mais comment s'est passée l'expérience là-bas à Radio France Internationale? Vous connaissez déjà comment est-ce que ça se passe sous la Révolution au Bénin? Vous arrivez là-bas, si vous avez une grande liberté, je suppose. Comment est-ce que vous avez géré tout ça? Ou bien c'était moins libre là-bas encore? J'arrive à Paris le 23 juillet 84. 84. Et je suis présenté à Bernard Schaeffer, qui était le patron de la production à RFI, le 24 juillet dans la matinée. Wow. Et il me dit, viens, tu travailles dans mon secteur. Dans la production. À la production. Et je me retrouve donc à produire des émissions pour RFI. Donc à travailler avec, à l'époque, à RFI, il y avait les gens d'IATA, il y avait notre compatriote Vignon, qui est aujourd'hui ambassadeur du Bénin, je crois au Brésil, ou je ne sais plus où il est. D'accord. Bref, on se retrouve à travailler tous ensemble. Et là, soudainement, je constate que, contrairement à ce que j'aurais cru, il y a beaucoup moins de liberté et puis un encadrement qui est quand même bien présent sans vraiment dire son nom. Ah bon? Alors, je vous raconte une anecdote. Il y a un congrès de géographie à Paris. Ça se passait à la Cité internationale. Alors, bien entendu, moi, je suis intéressé, je prends mon agra
je demande mon agrès, je vais tourner et je reviens monter une émission puisque l'un des grands sujets de ce colloque-là, c'était les frontières en Afrique. D'accord. Alors, il y avait toutes les sommités de la géographie. Les Alfred Modjanaï, il y avait des professeurs et enseignants congolais, français, canadiens, il y avait un peu de tout. Alors, moi, je fais la collecte de l'information, je fais un montage, je fais une émission sur les frontières en Afrique. Et je ramène ça à mon producteur qui s'appelait Jacques Monique. Alors que Jacques Monique, je lui expose le sujet et tout, il me regarde et puis il me dit, et tu veux diffuser ça où? C'est pas vrai. Alors moi, je lui explique ce que c'est et j'avais l'impression qu'il n'avait pas bien compris l'intérêt du sujet. Alors moi, passionnément, je lui explique tout ce qu'il y a dans l'émission, ce qu'il y a comme information, vraiment de sources premières et tout. Et puis il me dit, je te répète, tu vas diffuser ça où? Alors moi, je lui dis sur RFI. Il me dit sur notre Radio France Internationale, là. Je lui dis, mais bien sûr. Alors là, il me dit, d'accord. Et il prend mon bobino, c'est-à-dire le produit fini, il ouvre son tiroir, il met dans le tiroir et il ferme le tiroir. L'émission n'a jamais été diffusée. À l'ORTB, vous n'avez jamais eu, enfin, à la voix de, comment on appelle, la Révolution, vous n'avez jamais eu ce problème-là. Les consignes arrivaient souvent avant. Avant, donc, quand vous avez fait des travers, vous-même, vous savez très bien que vous avez fait des travers, que de toute façon, ça ne va pas passer. Oui, mais à Radio France, c'est à la fin qu'on vérifiait si... Oui, puisque j'avais proposé le sujet, mais je suis sûr que lui ne savait pas que j'allais aller dans le sens où je suis allé. Vous avez été certainement très critique. Oui, mais comment ne pas être critique? Et en puis, tant que du point de vue des géographes et tout, comment ne pas être critique sur les frontières en Afrique, sur les différences artificielles qu'elles produisent et tout ça, sur le fait qu'elles coupent des populations. Qui ont toujours été ensemble. Oui. Donc, bref, ça pouvait être assez critique, mais je pense que ça n'allait pas dans le bon sens. Donc, on m'a dit tout simplement que ça ne pouvait pas passer. Oui. D'accord. Revenons au Bénin. Vous revenez au Bénin. Comment est-ce que vous faites maintenant pour réintégrer la radio nationale? Alors, parce que vous avez coupé les ponts à un moment. Je reviens en vacances au Bénin en 88. Donc, je retrouve avec beaucoup de joie mes collègues d'ici et tout ça. Je fais 2 mois de vacances et je repars. Mais je repars en étant encore plus confirmé dans la conviction qu'il fallait que je rentre chez moi. Et donc, dans mon esprit, constamment, c'était comment rentrer. Et j'en ai eu l'opportunité. En 92, je suis rentré au Bénin. Et une fois que je suis rentré au Bénin, je suis allé voir mes collègues de l'ORTB en disant, je suis là. Puis ça a mis du temps. Ça a mis un certain temps. Et on m'a proposé dans beaucoup d'autres organes, puisque à l'époque, il y avait eu la démonopolisation, donc beaucoup d'autres organes de radio, de C'était le renouveau démocratique avec la liberté de la presse. Voilà. Mais qui me demandait de venir travailler. Mais qui me demandait de venir travailler pour gagner 40 000 francs, 50 000 francs. Je disais systématiquement non. Et puis, il y a eu à un moment un collègue qui m'a dit, on vient de me mettre à la tête d'une jeune radio qui vient d'être créée à l'ORTB qui s'appelle FM 90. Okay. C'est son nom que je cherche. Atlantique FM? C'est ça qui est devenu Atlantique FM, d'accord. Après. Mais ça s'appelait à l'époque FM 90. Il me dit, j'ai besoin de voix. D'accord. Je voudrais que tu viennes me donner. Hervé Kouassi, c'était son nom. D'accord. Alors Hervé Kouassi me dit, viens travailler avec moi. Je dis, pas de problème. Si c'est pour travailler avec toi, et même bénévolement, je viens. Et on a commencé à faire des émissions ensemble. Il m'a dit, tu vas faire des émissions sportives. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des petites émissions sportives. Ça a commencé par 5 minutes d'émission, c'est devenu 10, c'est devenu 15 après. Et puis, bon, voilà.
C'est comme ça que j'ai réintégré vraiment le RTB. Et puis à un moment, on m'a dit, oui, bon, il faut qu'on te refasse un contrat. Et là, quand on m'a fait... D'abord, on m'a proposé de reconstituer ma carrière. J'ai dit non. J'ai dit que je ne voulais plus être agent permanent de l'État. Ah, vous avez refusé d'être agent permanent oui. de l'État? J'ai dit que je voulais être contractuel. Contractuel, pourquoi? Parce que s'il y a une chose que la France m'a apprise, c'est ne jamais avoir une seule corde à son arc. D'accord. Agent permanent de l'État, je ne pouvais plus travailler que pour l'État. RTB. C'est comme un confinement. Tu es dedans, tu n'as plus le droit d'aller ailleurs. Alors que dès l'instant où j'étais contractuel, j'avais la possibilité d'offrir mes services ailleurs. À qui vous voulez. Oui. D'accord. Donc j'ai insisté pour être contractuel. Et je fais partie des tout premiers contractuels qu'il y a eu à l'ORTB avec les Samuel Elijah, des gens de ce genre-là. C'était les tout premiers contractuels que nous avons eu à l'ORTB. La plupart du temps, les gens voulaient être donc agent permanent de l'État. Oui, c'était ça la logique beaucoup, dans le temps. On sort de l'école, il faut être agent permanent de l'État. Oui, mais moi, vous avez cassé avec ces rituels-là. Je voulais totalement. Et voilà comment je suis revenu à l'ORTB. Et de FM 90, qui est devenu Atlantique FM, j'ai été réintégré aussi à la rédaction du journal Parler de la radio. J'ai retrouvé les Jean Hualakwe, les Marcel Thiobo, Isidore Zinsou et autres, Célestin Marat. Et nous nous sommes retrouvés là et nous avons recréé une rédaction qui aujourd'hui était, à ce moment-là, était de nouveau sur des bases, je dirais, toutes nouvelles. On sortait de la Révolution, on était en plein renouveau démocratique. Moi, je n'étais pas au Bénin au moment de la conférence nationale. Mais la conférence nationale a consacré le rôle crucial des médias dans l'avènement à la démocratie. Et la position qu'occupait l'ORTB, à ce moment-là, était très forte. Le résultat, c'est que nous avons créé une rédaction très indépendante qui était critique vis-à-vis du gouvernement, qui était libre de sa parole et de son expression, en intégrant toutes sortes d'éléments professionnels qui pouvaient permettre de faire grandir vraiment cette radio. Mais au-delà de l'ORTB, du cadre de la rédaction de l'ORTB, comment est-ce que vous appréciez dans le temps aussi le reste de la presse, je veux dire, c'est-à-dire le fait que c'est désormais libre, la presse, la liberté de la presse, après donc la conférence des forces vives, le fait que désormais la presse est libre, comment est-ce que les gens se sont jetés? On a eu finalement des journalistes, hommes d'affaires aussi, parce qu'ils ont créé des médias privés. Comment est-ce que vous appréciez tout ça? Comment est-ce que les gens traitaient l'information? La première des choses qui pour moi était tout bénéfice, c'était cette liberté retrouvée. Liberté de ton, liberté d'expression, capacité à faire du journalisme et du vrai journalisme. Capacité vraiment d'aller rechercher l'information, de faire de l'enquête, de travailler vraiment au service de la population. On était vraiment au service du public. Et on n'était plus tenu de rendre compte à une autorité quelconque. D'ailleurs, symptomatique, le ministère de l'Information avait disparu au profit du ministère de la Communication. Il n'y avait plus la DIP. Il n'y avait plus la DIP, il n'y avait plus de contraintes. Et on pouvait s'exprimer vraiment et dire des choses même très très critiques vis-à-vis du régime. Mais vous n'avez pas senti une certaine anarchie parce que c'était plus ou moins visible aussi des journaux qui écrivaient tout à la fois. On dépassait même le cadre du journalisme quelquefois, on relayait des informations. Il y avait des dérapages, c'est certain. Mais ça ne veut pas dire qu'en même temps, il n'y avait pas dans tout ce foisonnement-là des choses très utiles pour le public. Les Béninois redécouvraient la presse, mais une presse vraiment libre, au service du public. Toutes les missions étaient, disons, mises en exergue. L'information, l'éducation, le divertissement. On avait tout dans les médias à ce moment-là, avec beaucoup de recherche, avec beaucoup de quête de la qualité. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'on a senti qu'il y avait des talents
dans les médias béninois, de toutes sortes. Je veux parler de journalistes d'investigation. Dans le temps, au temps du régime révolutionnaire, est-ce que c'est possible de faire de l'investigation en ce moment-là? Et lorsque vous avez découvert cette liberté, vous vous êtes mis à l'investigation, qu'est-ce qui a vraiment changé dans votre approche, je vais dire, du métier? Alors, sous la Révolution, quelle investigation vous vouliez faire? D'abord, il faut savoir que dans la presse, c'était un monopole. D'accord. Et c'était le monopole de l'État. Vous n'aviez pas. C'était la presse étatique uniquement qui existait dans le temps. Il n'existait que les médias d'État. publics. D'accord. Le RTB, La Nation, ça se limitait à ça. Et Ouzou, oui, ça se limitait à ça. Bien entendu, il y avait quelques personnes qui prenaient de la liberté. On a eu quelqu'un comme M. Sylvain Adekpédiou Akines, qui publiait quelque chose comme Polygan, qui pouvait être très critique vis-à-vis du régime, mais c'était des publications sporadiques. On avait le journal du PCB, qui de temps en temps sortait aussi des journaux très critiques, mais l'information passait avant tout par ce créneau qui appartenait à l'État et qui était complètement dominé par le mouvement révolutionnaire. C'est pour dire tout simplement qu'il ne nous était pas demandé d'aller investiguer sur quoi que ce soit. Le but du jeu, c'était de porter la parole de la voix de la révolution, que ce soit par écrit ou par en audiovisuel. Le but du jeu, c'était ça. Après, quand nous arrivons dans le renouveau démocratique, soudainement, nous redécouvrons les vertus, par exemple, de l'enquête, de l'investigation. Et là, on ne se gêne pas pour y aller, puisque c'est quelque chose qu'on sait faire. Alors, là aussi, nous avons vu des talents s'exprimer et de vraies investigations commencer à naître. À la radio, on a remarqué qu'autant, enfin, je veux parler du premier régime, le premier régime du renouveau démocratique, je veux parler donc de la gouvernance du président Soglo. Voilà, il y avait des élections, il y a eu des élections. Comment est-ce que vous avez couvert ces élections-là? C'était les premières élections libres au Bénin. Comment est-ce que, enfin, jusqu'à où vous avez pris de la liberté dans votre travail? Dites-nous un peu, racontez-nous un peu. Alors, s'il y a des anecdotes, par exemple. Les toutes premières élections, moi, je n'étais pas encore. Vous n'étiez pas encore là, d'accord. En 95 ou 96? Non. 96, c'était déjà la fin du régime Soglo. Les premières élections, ce sont les élections qui ont amené... Oui, moi je parlais de l'élection où le président Soglo était président. Alors, qui devait faire venir donc Kérékou II. Les premières élections du régime démocratique. Ok, d'accord. Les deuxièmes donc? C'était la deuxième présidentielle. La deuxième, oui. C'est cette élection-là que j'ai pu couvrir. Voilà. Que j'ai pu vivre. J'étais déjà au Bénin installé à la rédaction et vraiment en position de vivre ces élections-là. Comment est-ce que vous les avez traitées, enfin les informations que vous avez reçues? Je suppose que vous êtes passé peut-être de centre de vôtre en centre de vôtre, ou bien vous avez fait des enquêtes au niveau de la Sénat. Les informations, comment est-ce que vous les relayez? Parce qu'on entendait à la radio même quelquefois comment on appelle les voix, c'est-à-dire les résultats de certaines régions avant même que la Sénat ne donne donc ces résultats. Alors, il faut savoir une chose. La rédaction du journal Parler de la radio, pour moi, était particulièrement bien organisée. Dans le temps? À cette époque-là, organisée vraiment pour aller rechercher l'information où elle se trouvait. Et une fois qu'on arrivait à des échéances comme les élections, il y avait toute une organisation qui était mise en place pour que nous ayons un maillage sur l'ensemble du pays. D'accord. Ça signifie qu'à l'époque, nous n'avions que 6 départements, par exemple, mais nous savions qui allait couvrir quel département. D'accord. Il y avait un journaliste qui était dédié à chaque département. Avec une équipe. D'accord. Qui allait couvrir pendant la période des élections le département en question. Et une fois qu'on avait fini l'ensemble, eh bien, on revenait vers la Sénat. Et pour couvrir la Sénat en 1996, c'est moi qui ai été désigné pour couvrir la Sénat. D'ailleurs, ça a été le cas systématiquement sur toutes les élections jusqu'en 2016. Et donc vous étiez chargé de la Sénat, uniquement de la Sénat. D'accord. Et à l'époque, la Sénat était installée au Conseil de l'Entente.
le Conseil de l'Entente, où aujourd'hui se trouve l'ambassade des États-Unis. C'est là que se trouvait le Conseil de l'Entente. Pas très loin de l'ORTB, on va dire. C'était juste derrière l'ORTB. Et la Sénat était installée là, mais en même temps, la Sénat devait travailler de concert avec l'INSAE, l'Institut de la statistique. D'accord. Donc les deux étaient mis à contribution pour que nous ayons les résultats des élections. Et cette présidentielle-là, nous avons eu un premier tour, puis un deuxième tour qui opposait le président Soglo au président Kérékou, qui était revenu. Alors, le vrai débat qu'on a eu à ces élections-là, c'est soudainement, c'était comme si les résultats peinaient à sortir, les résultats du second tour. Alors moi, je me rendais à la Sénat tous les jours et on se rendait compte que c'était compliqué, situation extrêmement tendue et tout ça. Et bien entendu, moi, je me suis mis à enquêter pour savoir quels étaient vraiment les résultats qui avaient été reçus à la Sénat. Et à un moment, nous sommes aperçus que la Sénat était divisée en deux camps. Le camp pro-Soglo d'un côté, et puis un autre camp qui était celui du PRD, disons. Et ça se tirait entre les pattes, les uns accusaient les autres de vouloir trafiquer les résultats et tout ça. Mais c'était compliqué. Mais vous avez réussi à avoir les vrais résultats? Oui, j'ai réussi à avoir les vrais résultats. Comment est-ce que vous faites? Bon, il y a des choses dont je peux parler aujourd'hui. En fait, d'abord, je me suis amusé à faire un recoupement des différentes choses que nos correspondants sur le terrain avaient pu déjà, ce que les autres avaient ramené déjà des reportages. Et après ça, j'ai commencé à chercher dans les couloirs de la Sénat quels étaient les chiffres qui apparaissaient. Et la réponse que je recevais systématiquement au bout d'un certain nombre de jours, on n'a pas les résultats du Nord. Mais il est apparu qu'une fois que je me suis retrouvé en face du président de la Sénat, il est apparu quand j'ai vu des feuilles qu'il avait mises à l'envers en lisant par transparence. Je me suis bien rendu compte que c'était des noms de départements du Nord. Donc il avait les résultats du Nord. Que certains résultats étaient bel et bien arrivés. Alors je me suis dit, où est-ce que je peux aller chercher? J'avais un ami qui était à l'INSAE. D'accord. Et je suis allé le voir pour lui dire comment on fait. Quand on a discuté et tout, il m'a dit, moi j'ai tous les résultats, le tout se trouve sur mon ordinateur. Wow. Mais je n'ai pas le droit de les communiquer. Mais nous nous sommes arrangés tout simplement. Et puis j'ai passé la nuit dans son bureau. Je vous passe les conditions. Mais c'est comme ça que moi j'ai eu l'ensemble des résultats et que j'ai eu la certitude que le président Kérékou avait gagné les élections. Mais vous avez donné l'information à la radio? Oui, la radio a été... Voilà, quand moi j'ai fini mon enquête, je me souviens que je suis revenu à la radio autour de 11 heures, après avoir fait des recoupements, des vérifications et tout ça. Et je retrouve mon rédacteur en chef, je lui dis, bon, je crois que j'ai les résultats. Elle me dit, rendez-vous à la cantine, on va s'asseoir à la cantine. Et je lui dis, Jean, voilà, c'était Jean Kwalakwe. Je lui dis, voilà ce qu'il y a. Il me pose des questions précises et tout pour être certain que j'avais fait mon recoupement et tout. Et puis il me dit, mais écris ton papier et va à l'antenne pour donner les résultats. Alors moi je le regarde et je lui dis, mais Jean, tu sais, moi je ne suis pas d'Abomey, mais toi tu es d'Abomey. Tu sais que Soglo est de la même ère géographique. Les gens ne te le pardonneront pas si c'est nous qui donnons ces résultats-là. Il me regarde tranquillement et puis il me dit, tu crois que nous faisons quelque chose contre notre pays? Je lui dis non. Il me dit, on fait quelque chose contre notre profession? Je lui dis non. Il me dit, va en studio. Et là, je vais en studio. Et j'écris un papier en mettant beaucoup de choses au conditionnel, porter beaucoup de gants et tout ce qu'on veut. Et l'instant d'après, ça explose.
parce que dans la foulée, la correspondance de RFI qui nous a écoutés dit que la radio nationale a annoncé la victoire du président Kérékou. Alors, bien entendu, ça se met à chauffer dans tous les sens. On se retrouve dans le bureau du directeur général à devoir nous expliquer. Il y a le président Soglo qui décroche son téléphone, qui appelle directement la rédaction. Wow. Qu'est-ce qu'on vous a donné pour me faire ça? Et ainsi de suite. Ça a été un branle-bas de combat. Bon, on a eu à s'expliquer. Vous avez eu un tout petit peu peur quand même. Vous craignez qu'on vous mette en prison? Non, pas du tout. Ah, vous n'avez pas du tout eu peur? Vraiment pas du tout. Vraiment pas du tout. Et une fois qu'on a fini tout ce cycle d'explication, mon rédacteur me demande de disparaître. Il me dit de disparaître de la radio et puis de me mettre à l'abri. Wow. Bon, moi je me dis, me mettre à l'abri, qu'est-ce que ça signifie? Alors je sors de la rédaction, je prends ma mobilette, j'avais une mobilette à l'époque, je vais me balader un peu, j'ai passé des amis, tout ce que... Et puis, une fois que je rentre à la maison, j'habitais à Courbevoie à l'époque, j'apprends que les militaires sont passés à la maison. Wow. Ils ont trouvé mon petit frère, ils ont menacé et tout. On avait un ami qui était métis, qui était là, qui était un jeune basketteur. Ils ont menacé de l'embarquer et tout ça. Ils ont demandé où j'étais, bon, n'arrivant pas à me localiser. Bon, finalement, ils sont partis. Alors que vous ne vous êtes pas caché du tout, Non, c'est je juste... ne me suis pas caché. Je ne me suis pas caché. En réalité, je pense que je n'avais pas vraiment conscience de l'enjeu. Vraiment, j'ai commencé à prendre conscience de l'enjeu quand, après son coup de téléphone, le président Soglo lui-même a organisé une manifestation au hall des arts de l'époque où tous les militants étaient là, où il a vilipendé les journalistes en disant des écrivagnons, des machins. Bon, lui il considérait que nous avions été utilisés pour lui arracher le pouvoir. Non, mais moi, il y a une petite question, hein, comme ça, une question de jeune frère, de journaliste. Et si on vous avait mis la main dessus, est-ce que vous allez trahir, comment on appelle, votre ami qui vous a donné, votre source, je veux dire? Vous n'allez jamais le trahir? Vous savez, les personnes qui, dans la période, ont su ce qui s'était passé, comme je viens de vous le raconter, il n'y en a pas plus de 4. Ah bon? Cette enquête jusqu'à ce que vous le dites aujourd'hui? Oui. Très peu de gens savent exactement comment j'ai fait pour avoir les résultats. Ils ne sont pas plus de 4, parce que cette information à la rédaction a été traitée en petits comités. En général, on m'avait envoyé en enquête et peu de gens à la radio savaient exactement sur quoi j'enquêtais maintenant à la Sénat. On m'avait envoyé à la Sénat, je couvrais la Sénat, mais une fois que nous avons réorienté le travail en disant qu'il faut enquêter pour avoir les vrais résultats, et bien, à partir de ce moment-là, c'était un comité très restreint. Oui, c'était ceux qui étaient dans le comité là, ils sont pas plus, on n'était pas plus de 4. Et c'est pour ça qu'une fois que j'ai terminé ma mission, je suis venu voir mon rédacteur en chef pour lui dire l'enquête a abouti et j'ai les résultats. À ce moment-là, j'avais des certitudes parce que j'avais relevé tous les chiffres de l'INSAE. D'ailleurs, je ne sais pas si des gens l'ont gardé la mémoire, mais dès que les résultats ont été donnés, le président Soglo a fait emprisonner le directeur de l'INSAE. Waouh! Il était convaincu que c'était lui qui avait livré les résultats. Mais le directeur de l'INSAE n'était au courant de rien. Celui qui savait où j'ai trouvé les résultats était un de ses agents. Il était quelqu'un que moi je connaissais très bien et qui justement... D'accord, on va aborder la dernière ligne droite de cette émission, c'est déjà presque la fin, on n'a plus vraiment beaucoup de temps, mais on va en parler. Vous êtes aujourd'hui, on va dire, presque un guide pour nous autres. Vous nous formez de temps en temps, par le biais de l'AAC et d'autres organisations. Vous passez quelquefois même dans les rédactions pour nous donner donc les bonnes bases, on va dire, du métier. Et vous avez participé également à la conception de plusieurs guides allant dans le sens de la professionnalisation du métier. Quelles sont les valeurs que vous défendez dans ces différents instruments aujourd'hui que vous mettez à la disposition de vos jeunes frères? C'est quoi vous défendez essentiellement comme valeur? Le journalisme doit être professionnel. Le journaliste, c'est un métier qui
demande énormément de rigueur, qui demande énormément de travail, puisqu'on se met au service des gens. Il ne s'agit pas que de nous, il s'agit de travailler pour les autres. Il s'agit de travailler pour le public et de lui offrir le meilleur possible pour édifier sa manière de penser, pour faire son opinion, lui permettre de comprendre, d'avoir les informations qu'il faut pour analyser et se forger sa propre opinion. À partir de ce moment-là, vous qui êtes journaliste, ce n'est pas à vous de vous mettre en avant. Ce sont les faits, ce sont les vérités que vous êtes allé constater, que vous mettez en avant, mettez à disposition du public pour lui permettre d'être informé. Mais en même temps, vous contribuez à son éducation. Donc, tous ces éléments-là mis ensemble vous demandent d'être extrêmement professionnel. Et quand je dis professionnel, ça signifie que vous devez tout faire pour éviter les failles, éviter les erreurs. Vous savez, quand on le dit, on a l'impression qu'on exagère un peu. Mais quand il s'agit d'un chirurgien qui doit nous opérer, il n'a pas droit à l'erreur. Personne ne veut lui donner le droit à l'erreur. C'est clair, c'est clair. Quand il s'agit même de notre tailleur, celui qui nous coud les vêtements, il n'a pas droit à l'erreur. On lui demande de livrer en temps et en heure et de vous confectionner un vêtement qui vous va parfaitement. On lui demande d'être professionnel. Donc, d'assumer le métier qu'il fait et de le faire jusqu'au bout avec toute la rigueur, la précision et tout ce qu'on veut. C'est la même chose qu'on attend d'un journaliste. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. C'est bien compliqué de vous arrêter. J'ai envie de poser d'autres questions. J'ai plein de questions encore à vous poser, mais malheureusement, le temps est parti. Merci infiniment, Georges Amelon. Peut-être pour finir, pour avoir donc votre mot de fin, s'il y avait quelque chose à refaire dans votre parcours, ça serait quoi? Tel que vous l'avez dit, vécu. Je vous avoue que je ne regrette rien. Absolument rien. Je ne regrette rien. Pourquoi? Parce que j'exerce ce métier depuis plus de 40 ans maintenant et je n'ai jamais eu l'impression de travailler parce que ce métier a été ma passion. Et du coup, je le fais, je n'ai jamais ressenti vraiment les peines de ce métier-là. Les difficultés même sont enregistrées comme inhérentes à la passion que je porte. Wow. Et à partir de ce moment-là, je n'ai rien à regretter de mon parcours. Voilà, vous donnez raison à cette pensée de Confucius qui dit que choisis ce que tu aimes, fais ce que tu aimes et tu n'auras jamais l'impression de travailler. Merci infiniment, Georges Amelon, de nous avoir reçus chez vous. Ça fait vraiment, oui, tout le plaisir a été pour moi vraiment. J'espère qu'à travers les mots donc de Georges Amelon, nous avons entendu l'écho d'une époque, mais aussi la force tranquille d'un engagement et l'appel à une presse plus responsable et plus libre. Georges Amelon, merci infiniment. Chers téléspectateurs, c'est la fin. On se retrouve donc dimanche prochain. À très bientôt.